El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será Oui, ce soir on parle de la militarisation, de la tendance à la militarisation qu'on voit dans le monde en ce moment. Et déjà, on peut dire que 2024, ça a été une année record pour les dépenses militaires dans le monde. Donc en 2024, il y a 2718 milliards de dollars qui ont été dépensés au niveau mondial dans l'armement, dans les armes, et c'est déjà une augmentation de 9% par rapport à 2023, selon un institut de Stockholm pour la paix, avec en tête les États-Unis qui ont dépensé 997 milliards, suivi de la Chine, 313 milliards, de la Russie, 149 milliards, mais aussi des pays européens, notamment l'Allemagne et la France. Et ça, c'est pas juste des armes pour faire joli, non. Déjà 2023, si on veut déjà avant ça, était l'année avec le plus de guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale, notamment la guerre en Ukraine, qui se prolonge, la guerre, si on veut appeler ça une guerre, ou plutôt un massacre en Palestine, mais aussi au Congo, l'escalade récente qu'il y a eu entre le Pakistan et l'Inde aussi compte maintenant là-dedans. Et dans la situation actuelle, il y a beaucoup de propagande qui essaie de nous expliquer que c'est dommage qu'on doive militariser, mais que c'est pour défendre notre liberté. Non, c'est contre les autocrates comme Trump et Poutine que c'est nécessaire, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'on doit répondre très clairement que la militarisation, elle a dans aucun cas dans notre intérêt, dans l'intérêt des travailleurs. Non. Les classes dirigeantes s'arment pour défendre leurs intérêts, leurs profits sur la scène internationale et font payer à la classe ouvrière dans leur pays pour cette militarisation-là. Donc là, pour commencer, pourquoi la classe dirigeante dans le capitalisme, elle a besoin d'une armée, elle a besoin de militarisation? Et je pense que premièrement, ça revient au caractère de l'État. Le premier point à faire, c'est que, évidemment, on est dans une société capitaliste. Non, la société capitaliste, c'est une société de classes. Il y a deux classes fondamentalement opposées dans le capitalisme, la bourgeoisie ou les capitalistes, qui sont propriétaires des usines, des entreprises, de ce qu'en termes marxistes on appelle les moyens de production, et qui s'en servent pour produire des marchandises et les vendre pour faire du profit. Et de l'autre côté, on a les travailleurs, donc l'immense majorité de la population, nous tous ici, qui ne possèdent rien, mais qui doivent vendre leur force de travail aux capitalistes en échange d'un salaire pour pouvoir s'acheter de quoi survivre, de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi se loger. Et ce n'est pas la première société de classe dans l'histoire, non. Avant nous, il y a eu le féodalisme, l'esclavagisme, qui étaient aussi des sociétés de classe. Mais on voit aussi que dans chaque société de classe, la classe dirigeante, en l'occurrence les capitalistes, les esclavagistes, comme ça, s'organise en un État qui sert à la répression collective de la classe exploitée, en l'occurrence pour nous les travailleurs, parce que celle-ci, forcément, de temps à autre, si on veut, va essayer de se libérer de ses chaînes. Et donc, en temps normal, l'État il joue son rôle en cachant la division de classe dans la société. Il se présente comme un arbitre neutre, il fournit parfois, s'il peut se le permettre, des services sociaux pour calmer un peu la classe ouvrière comme ça. Mais dans des temps de tension sociale, l'État montre son vrai visage, le fait qu'il est ce que Engels appelle par exemple un corps spécial d'hommes armés visant à maintenir l'exploitation de la classe ouvrière. Et donc les armes, le militarisme, en premier lieu, servent à maintenir, à contrôler la classe ouvrière par la classe dirigeante au sein de la nation. Mais avec le temps, je pense qu'il y a une deuxième fonction, si on veut, qui s'est ajoutée aux armées sous le capitalisme. Mais comme je le disais, les capitalistes produisent pour le profit. Et pour faire ce profit, il faut évidemment vendre les marchandises sur un marché. Mais le marché national, il a des limites, alors que la production, notamment à cause de la concurrence, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, a tendance à augmenter, à devenir de plus en plus efficace. Et donc déjà, dès le 19e siècle, on voit que les marchés nationaux deviennent trop petits pour absorber les marchandises produites. On est dans une situation qu'on appelle crise de surproduction, il y a trop de marchandises sur le marché et ça produit des crises économiques. Et pour éviter ça, les marxistes doivent, ce qu'on appelle en termes marxistes de nouveau, exporter leurs capitaux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus investir leurs profits de manière rentable sur leur marché national, donc ils doivent le faire à l'étranger en développant des marchés, notamment à travers le colonialisme dans un premier temps. Non. Et ça amène le capitalisme dans un nouveau stade que Lénine appelle l'impérialisme, c'est-à-dire que très vite, le monde entier est partagé entre quelques grandes puissances impérialistes de l'Europe, non, la Grande-Bretagne, la France et d'autres, donc grosso modo, disons, dans la deuxième moitié du 19e siècle, non. Et maintenant, toutes ces grandes puissances-là, elles ont aussi besoin d'armées pour protéger l'exportation des capitaux. Par exemple, l'Angleterre, à cette époque, qui est le pays capitaliste le plus puissant, a développé une immense marine militaire pour sécuriser toutes les voies commerciales de son empire contre ses autres concurrents, notamment la France ou les autres. Mais malheureusement pour les capitalistes, cette tendance à la surproduction, elle existe encore, non? Et là, plus au niveau national, mais au niveau mondial.
Et c'est ce qu'on a, et on en arrive à une situation où cette crise qui avant se limitait dans certains pays devient une crise mondiale généralisée. Il y a trop de marchandises au niveau mondial par rapport à ce que le marché peut absorber. Et c'est ce qu'on appelle donc une crise organique du capitalisme. Les forces productives on produit trop, on a trop de capacité de production au niveau mondial par rapport au marché. Et il n'y a pas de solution pour étendre les marchés artificiellement, parce que malheureusement, la planète, elle est finie. Et du coup, tout le monde a déjà été partagé en grands impérialistes. Et dans cette situation-là, en fait, ça fait énormément augmenter les tensions entre chaque État impérialiste, parce que pour prendre contrôle d'un nouveau marché, eh ben, il faut le prendre. Il n'y a plus des endroits libres à coloniser, il faut le prendre à un autre impérialiste. C'est-à-dire le prendre par la force, avec un mélange de méthodes de lutte économique, politique, militaire, mais notamment aussi qui amène à une augmentation des dépenses militaires, parce que si le voisin il s'arme et qu'il pose maintenant un risque aux colonies de nos capitalistes, nos capitalistes vont aussi s'armer pour pouvoir l'empêcher de les prendre. Non et au final, à moins que, à un moment, la classe ouvrière prenne le pouvoir, renverse en fait le capitalisme et son militarisme, ça finit dans des affrontements militaires généraux, parce que toutes ces mesures-là, en fait, elles ne permettent pas de résoudre la crise. La seule manière, si on veut, de résoudre la crise, c'est de vraiment détruire beaucoup de forces productives. Et c'est ça qui a donné lieu notamment aux 2 guerres mondiales. Et on voit que... et du coup, de cette analyse théorique de base, si on veut, on peut voir que la guerre, le militarisme, c'est pas certains dirigeants, Trump qui est méchant ou Poutine qui est fou ou ça, mais en fait c'est une part inhérente d'une société capitaliste. Dans toute société dans laquelle il y a de la concurrence entre des capitalistes, ces capitalistes-là vont s'armer pour se défendre premièrement contre leur classe ouvrière et secondairement contre les autres capitalistes. Non, il n'y a pas dans ce sens de capitalisme sans guerre. Mais je pense que ça ne suffit pas de dire que la guerre elle est inhérente au capitalisme, non, parce qu'actuellement on voit justement cette claire accélération du militarisme, claire augmentation des tensions entre les grands impérialistes, et on doit comprendre concrètement pourquoi c'est le cas dans la période actuelle. Et dans ce sens, je pense qu'on peut dire que la période qui est en train de se terminer actuellement, avec des financements militaires, en tout cas en Europe relativement bas, est une exception historique qui remonte aux conditions après la Deuxième Guerre mondiale. Cette exception, c'était que c'était un monde dans lequel, qui était en croissance économique, qui était dominé par un seul grand impérialiste qui était complètement hégémonique, les États-Unis en l'occurrence, qui stabilisait le monde dans leurs intérêts à eux, mais quand même stabilisait le monde. Dans ce sens, dans cette période-là, les États-Unis pouvaient imposer leur volonté à n'importe quel pays, sauf le bloc de l'Est, mais c'est une autre question. D'abord par des moyens économiques, non. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis représentaient 50% du PIB mondial, c'est-à-dire qu'ils produisaient la moitié de toutes les richesses du monde, et donc ils pouvaient un peu dire à n'importe quel pays, notamment à l'Europe qui avait besoin de se reconstruire après la guerre, vous avez besoin de nos marchandises, et voilà les conditions qu'on vous pose pour que vous puissiez les avoir. Mais les États-Unis, ils ont aussi en fait gardé le contrôle, gardé cette domination par des interventions militaires quand elles étaient nécessaires, notamment régulièrement en Amérique latine, mais aussi au Moyen-Orient. Dès qu'un gouvernement n'est pas assez pro-américain, intervention militaire, on le renverse et on met quelqu'un qu'on préfère. Non et la doctrine militaire des États-Unis à cette époque, c'était d'avoir la possibilité, la capacité de mener 2 guerres majeures en même temps. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus aussi dominants que ce qu'ils ont été jusqu'à récemment, disons. Il y a des nouveaux impérialistes en croissance qui arrivent sur la scène mondiale. Premièrement, la Chine, qui a connu une croissance immense et qui veut sa part du gâteau. Aussi la Russie, qui est devenue un impérialisme régional très important. Et il défie, si on veut, la domination américaine, pas encore au niveau global mondial, mais dans certaines régions spécifiques, non ? Et face à elle, les États-Unis, cet ancien impérialisme hégémonique, reste le plus fort, reste le plus grand, mais il est aussi en déclin relativement à ces nouveaux impérialistes qui montent. Les États-Unis restent, mais disons leur marge en fait est beaucoup moins grande qu'avant. Avant, je disais, ils produisaient 50% des richesses du monde. Aujourd'hui, c'est plus qu'un quart. Et à côté, la Chine, elle est passée de quasiment rien à 17% du PIB mondial déjà dans les années 90, et depuis la croissance a encore continué. Et donc, on est aujourd'hui, ce qui explique en fait en grande partie l'accélération des tensions aujourd'hui et du militarisme qui va avec, c'est en fait qu'on est dans une fin de ce siècle, si on veut, de domination par l'impérialisme américain. Mais de l'autre côté, cet impérialisme américain, il ne va pas juste comme accepter le nouvel état de fait et juste accepter le nouveau rapport de force et du coup laisser des marchés à ses concurrents. Non, ça fait juste que cet ancien impérialiste, historiquement le plus puissant, se bat pour maintenir sa place.
contre d'autres qui le challenge de plus en plus. Et en fait, pendant longtemps, la classe dirigeante américaine, les grands capitalistes américains, ils ont été vraiment coincés dans l'idée qu'ils pouvaient juste dominer le monde entier, alors qu'ils n'avaient plus vraiment la base pour le faire, non ? Ils ont subi beaucoup de revers économiques. La Chine, par exemple, petit à petit, dans les dernières décennies, a pu commencer à se faire une place économiquement dans certaines zones qui étaient stratégiques pour les États-Unis, notamment l'Amérique latine. Et le symbole de ça, c'est que le canal de Panama, par exemple, qui est une infrastructure stratégique, disons, pour les États-Unis, en fait, maintenant est contrôlé par des entreprises chinoises, enfin de Hong Kong, mais chinoises. Mais ce n'était pas que des revers économiques, il y a aussi eu beaucoup de revers militaires. C'est difficile à compter, mais en regardant un peu, j'ai trouvé 17 conflits dans lesquels les États-Unis ont été impliqués depuis le début des années 2000, en Irak, en Syrie, en Libye. Et la majorité, en fait, ont eu, j'ai l'impression, un résultat généralement négatif pour l'impérialisme européen. Non, en Irak, ils n'ont pas rien stabilisé du tout, en Libye, en Syrie non plus. Et du coup, c'est des milliards qui ont été dépensés pour des objectifs qui n'ont généralement pas été atteints. Et c'est aussi symbolisé, par exemple, par je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, il y a eu ce moment où les talibans ont juste repris le contrôle de l'Afghanistan et on voyait limite les soldats américains partir en courant pour essayer de monter dans les derniers avions qui allaient partir. Donc ça, on voit, en fait, tout ça illustre aussi le déclin de l'impérialisme américain. Et je pense que là, il y a un truc qui est important de dire, c'est que toutes ces aventures militaires qu'il y a eu depuis que les États-Unis sont le principal impérialisme, mais d'autant plus ces derniers temps, elles ont autant eu lieu sous des présidents démocrates, sous Obama, sous Clinton, que sous des républicains comme George Bush ou maintenant Donald Trump. Non, les deux partis aux États-Unis défendent les intérêts de l'impérialisme, et c'est une citation d'un... Je ne sais pas qui, en fait, mais la citation de dire que les États-Unis, en fait, ont qu'un seul parti, le parti des affaires, non, et qui a deux ailes droites, les républicains et les démocrates. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'opposition à l'impérialisme dans la classe dirigeante américaine. Et sous Biden, l'impérialisme américain, il a continué à s'enfoncer dans l'idée qu'il pouvait juste imposer sa volonté à tout le monde. Et ils ont provoqué la Russie en voulant faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Je passe très vite sur toute cette histoire, on pourrait faire une présentation entière sur pourquoi il y a eu la guerre en Ukraine et les conséquences. Mais ils avaient précisément promis de ne pas faire rentrer l'Ukraine dans leur sphère d'influence contre à la Russie, ce que Biden a fait. Et là, on voit aussi le détachement aussi qu'il y avait des dirigeants américains. Non, Biden, il pensait vraiment que, comme dans les années 60 en Amérique latine, il allait pouvoir utiliser l'Ukraine comme un proxy pour sa guerre, qu'il allait renverser le régime de Poutine et mettre un dirigeant pro-américain à la tête de la Russie. Non. Et du coup, il a arrosé, et avec lui les pays européens, ont arrosé l'Ukraine d'argent, d'armes. Ils étaient prêts, si on veut, à se battre contre la Russie, quel que soit le prix à payer, mais payer surtout en sang d'Ukrainiens, en fait. Mais ça a aussi montré les limites du pouvoir américain, parce qu'aujourd'hui, concrètement, la Russie a gagné la guerre en Ukraine. Donc, quoi qu'en pensent les dirigeants européens, quoi qu'on donne encore à la classe dirigeante ukrainienne, la Russie a gagné, c'est un fait. Et ça montre de nouveau que là, les États-Unis se sont cassés les dents sur un impérialisme régional, mais qui peut maintenant aussi le challenger à un certain niveau dans une région. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé avec Trump? C'est que Trump, quelque part, il comprend un peu mieux la situation de l'impérialisme américain que Biden. Il est un peu moins vieux et sénile, on peut dire. Avec la guerre en Ukraine, il reconnaît que les USA ne peuvent plus dominer le monde entier, ils ne peuvent plus être hégémoniques partout, dans ce sens-là. Et du coup, il veut se replier dans les zones les plus importantes pour l'impérialisme américain, notamment l'Amérique latine, comme on disait, et c'est aussi ça qu'il y a derrière cette histoire de prendre le Groenland et prendre le canal de Panama, tout ça. Il veut se concentrer sur sa lutte principale contre la Chine. Mais ça ne veut pas dire plus de stabilité que sous Biden. Non, je pense qu'on est tous assez au clair le fait que Trump, ce n'est pas un synonyme de stabilité politique et économique. Mais il reconnaît le fait que le conflit fondamental dans la période actuelle, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis, et qu'il veut se concentrer là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir un affrontement direct militaire entre la Chine et les États-Unis demain. Il y a beaucoup de facteurs qui vont contre ça, notamment le fait que c'est deux pays qui ont la bombe nucléaire, qu'il y a aussi une question politique et sociale de juste aller en guerre ouverte pourrait précipiter la chute d'un régime de la présidence de Trump, par exemple. Mais ça veut aussi surtout dire plus de guerres régionales par procuration, de plus en plus de tensions, comme on a autour de la question de Taïwan, par exemple.
et surtout, de manière très immédiate, une course à l'armement et un enflement des dépenses militaires, pas juste aux États-Unis et en Chine, mais en fait dans le monde entier. Parce que chacun, maintenant, essaie de tirer d'autres impérialismes plus petits dans sa sphère, dans sa lutte contre l'autre grand, si on veut dire ça comme ça. Et du coup, on voit, cet affrontement-là entre la Chine et les États-Unis, c'est des tensions qui vont continuer à augmenter, avec eux vont continuer à augmenter l'instabilité internationale et les guerres, ou des guerres en tout cas régionales par procuration, entre grands impérialistes pour défendre leur sphère. Et pour les pays européens, qui sont les pays qui nous intéressent plus directement, nous ici, le changement actuel de période, c'est aussi la fin d'une période exceptionnelle dans laquelle ils ont existé, si on veut, sur le dos de l'impérialisme, sur le dos aussi de l'armée américaine, dans un certain sens. Ouais, en fait, le changement de période actuel, ce shift qui est en train de se passer, il rend visible à tous que l'Europe est, en fait, et les impérialismes européens sont de moins en moins importants sur la scène internationale depuis très longtemps. En fait, déjà depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est les États-Unis qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont volontairement aidé l'Europe à se reconstruire, à se développer, pour avoir un marché où exporter leurs marchandises, et pour éviter d'ailleurs que l'URSS prenne le contrôle de toute l'Europe. Et ils ont aussi notamment protégé l'Europe militairement, en mettant des bases militaires. Il y avait beaucoup de bases militaires, il y en a toujours quelques-unes en fait qui sont en train d'être vidées par Trump, des bases militaires en Europe. Il y avait genre la défense aérienne qui était assurée par les États-Unis, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, vu que les États-Unis fournissaient la défense militaire, les pays européens, eux, ont pu vivre sur le dos de ça, ne pas avoir des dépenses aussi élevées en matière militaire pendant toute une période historique. Non, ce que d'ailleurs Trump critique maintenant, de dire vous avez vécu à nos frais depuis longtemps, maintenant tout l'argent que vous mettez dans la santé, les hôpitaux, tout ça, va falloir commencer aussi à acheter des armes avec, non ? Dans ce sens-là, l'Europe s'est développée un peu comme un parasite sur le dos de l'impérialisme et du militarisme américain. Mais aujourd'hui, l'Europe, en fait, c'est plus une zone vraiment stratégique pour les États-Unis, qui, comme je disais, se concentre sur la lutte contre la Chine. C'est une collection de plein de minuscules États-nations impérialistes, qui ont aussi leur sphère d'influence et leurs intérêts particuliers. Genre, contrairement à la Chine, contrairement aux États-Unis, l'Europe, c'est pas un bloc qui a une taille et une union suffisante pour, en fait, les concurrencer eux. Et donc, si on reprend un peu la situation de l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est que d'un côté, il y a son allié historique qui l'a soutenu pendant des décennies, les États-Unis, qui sont en train de la lâcher économiquement, à travers la guerre commerciale, et aussi militairement, notamment en les lâchant sur la guerre en Ukraine. Et de l'autre côté, la guerre en Ukraine montre qu'à l'est de l'Europe, il y a un impérialisme russe qui est beaucoup plus puissant que l'impérialisme des pays européens, et qu'en fait, elle ne peut pas battre. C'est ça que la guerre en Ukraine est en train de montrer. Et du coup, les impérialismes européens, ils doivent défendre leur sphère d'influence dans cette situation de tension toujours plus grande, mais eux-mêmes sont déjà sous-armés parce que depuis des décennies, ils se basent juste sur l'armée américaine. Ils sont désunis parce que chacun a ses intérêts un peu particuliers. Et maintenant, ils doivent aussi se défendre seuls parce que les États-Unis ne sont pas là. Et c'est ça, en fait, qui explique qu'aujourd'hui, les différents pays de l'UE et les différents pays d'Europe, dont la Suisse d'ailleurs, ont annoncé des programmes de financement militaire extrêmement massifs. Le plan de l'Allemagne, c'est de dépenser 500 milliards d'euros sur 12 ans et d'assouplir ce qu'on appelle le frein à l'endettement, donc genre les règles qui empêchent l'État de trop s'endetter. En 2024, d'ailleurs, l'Allemagne, c'était le 4e pays en nombre absolu, en dépenses militaires absolues, et le 2e pays par rapport à ce qu'était l'augmentation de dépenses en un an. C'était le 2e pays derrière la Russie qui a le plus augmenté ses dépenses en un an. Le plan de la France, c'est 413 milliards d'euros en 7 ans à dépenser dans l'armée. Voilà, donc je vais surtout parler de la France et de l'Allemagne parce que c'est les pays européens les plus importants, mais ça vaut aussi en fait pour à peu près tout le monde, ou pas juste à peu près pour tout le monde. Et d'un côté, c'est beaucoup d'argent, 500 milliards, 413 milliards, tout ça, on pourrait s'en servir pour plein de choses beaucoup plus utiles que des armes comme financer les hôpitaux et les écoles. Mais si on compare ça avec le fait que les États-Unis ont dépensé 940 milliards rien qu'en 2024, que la Chine a dépensé 218 milliards rien qu'en 2024, on voit en fait à quel point c'est encore pas très très suffisant ou pas beaucoup en comparaison internationale et que c'est loin de ce qui est nécessaire pour que les pays d'Europe puissent assurer leur défense au niveau militaire, puissent assurer leurs intérêts impérialistes au niveau militaire. En fait, les pays européens, aujourd'hui, ils n'ont pas le moyen de se réarmer au niveau suffisant qui serait pour maintenir leur position dans le monde. Et cette nouvelle situation, elle montre encore d'autant plus, comme je disais, la désunion des impérialismes européens, parce que c'est des questions en fait très concrètes, ce truc de défense des sphères d'influence. Genre l'impérialisme allemand,
il est en forte concurrence contre l'impérialisme russe, par exemple, sur l'Europe de l'Est. La France, elle est dans une guerre par procuration. Non, genre, c'est pas directement ses soldats, mais d'autres qui meurent en Afrique de l'Ouest, où les régimes pro-français dans les pays africains ont été renversés un à un par la Russie et par des mercenaires russes, non, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique. Genre, le déclin, c'est un déclin économique des impérialistes européens qui prend aussi, en fait, la forme de défaite militaire sur la scène internationale. Et on voit aussi là pourquoi l'Europe, elle est tellement désunie. C'est qu'en fait, il faudrait des investissements immenses pour rendre l'Europe capable de se défendre, mais beaucoup plus en fait que ce que les pays européens peuvent fournir, comme je disais. Mais en même temps, si les pays européens ils se mettent tous ensemble et ils développent une armée commune, elle va défendre les intérêts de qui? Est-ce qu'elle va défendre les intérêts de l'Allemagne dans l'Europe de l'Est, ou est-ce qu'elle va aller défendre les intérêts de la France en Afrique? Non, c'est ça en fait. Les classes dirigeantes européennes, elles n'ont pas des intérêts communs, elles sont en fait elles-mêmes en concurrence les unes avec les autres, et c'est ça aussi qui les empêche d'être un bloc uni qui pourrait lutter contre les États-Unis ou contre la Chine, non? Et cette désunion, elle se renforce, non? Plus les tensions au niveau mondial entre les blocs se renforcent, plus les différents pays européens sont tirés dans des directions différentes. Par exemple, Macron, en France, il voulait introduire l'idée que le réarmement de l'Europe, il peut être fait que sur une base qu'avec des armes européennes, en disant « Ah, c'est pour être indépendant des Américains, tout ça, machin ». En vrai, ça l'arrange bien parce que la France a une industrie militaire assez développée. Du coup, quand on dit « on ne va plus acheter aux Américains », ça veut dire que généralement, il faudra aller acheter à la France. Donc c'est les intérêts des capitalistes français là, qui défendent absolument pas ceux de l'Europe en abstrait ou je sais pas quoi. Mais il y a d'autres pays comme l'Italie notamment qui essayent de se rapprocher de Trump. Non, Meloni, elle est en train de discuter avec Elon Musk pour utiliser Starlink, donc son système de satellite, comme un GPS pour l'armée italienne, parce qu'il n'y a juste pas d'équivalent européen et il ne sera pas prêt avant 2030, je pense, l'équivalent européen. Et du coup, ils veulent se rapprocher de Trump et ils ne veulent pas cette interdiction d'acheter des armes américaines parce que déjà, ils ne veulent pas forcément avantager la France, mais aussi ils ne veulent pas se mettre mal avec les États-Unis en disant qu'ils vont arrêter de leur acheter des armes. Non? Et du coup, au moment où les pays européens auraient le plus besoin d'être unis dans les conditions actuelles, mais en fait, les conditions les poussent à la désunion, les poussent dans des directions différentes. Et ça fait qu'ils doivent d'autant plus dépenser pour leur armement parce qu'au lieu de le faire en commun, chacun le fait un peu dans son coin, non? Et cette faiblesse en fait de l'Europe dans la course au réarmement, cette désunion de l'Europe dans la course au réarmement, elle montre la faiblesse, elle exemplifie la faiblesse générale du capitalisme européen. Genre en plus des dépenses militaires que je disais là, l'Union européenne, elle a proposé un plan de 800 milliards d'euros qu'elle pourrait donner de base aux pays membres pour se réarmer. Mais en fait, ces 800 milliards, c'est majoritairement de l'argent qui n'existe pas. C'est 150 milliards d'euros qui restent plus ou moins de fonds Covid qui n'ont pas été utilisés, qu'ils vont donner en prêt. Donc ça ne va pas être des dons, ça va être juste de l'endettement. Et après, au-delà de ça, c'est juste donner le droit aux pays, genre assouplir les règles sur l'endettement des États membres de l'UE, ça veut dire que les pays vont avoir juste plus le droit de s'endetter qu'avant. Donc en fait, de ces 800 milliards, il y a 150 milliards qui sont de la dette et le reste qui juste est un chiffre au bol qui n'existe pas. Donc ça montre aussi genre, la faiblesse de l'UE. Et c'est très bien d'annoncer plein de plans de financement, d'endettement, tout ça. Mais en fait, la réalité derrière, c'est que l'Europe, elle a juste pas du tout les usines, elle n'a pas les chaînes de production pour produire massivement les armes dont elle aurait besoin. Et dans ce sens-là, elle est en fait encore dépendante des États-Unis. Et c'est pour ça aussi que ces investissements ils sont tellement plus grands, parce que recréer ces chaînes-là de production en Europe, ça coûterait extrêmement cher. Je ne sais pas si on prend rien que le monopole, que la question du secteur informatique, l'Europe est de facto dépendante des gros monopoles américains, de Apple, de Microsoft, tout ça. Il n'y a pas de production en Europe de matériel informatique et de toute l'infrastructure nécessaire pour Internet, par exemple. Genre ça, la situation actuelle, elle montre que l'Europe, c'est le maillon faible du capitalisme mondial et elle risque de se faire reléguer à une place secondaire. Mais ça, comme pour les États-Unis, ça ne veut pas dire que les classes dirigeantes en Europe vont juste accepter leur sort et pas essayer de se défendre et pas de se réarmer. Et ça, ils vont surtout le faire à nos frais, non? Et en Suisse, c'est aussi vrai. Ouais. Pourquoi? Parce que pour financer l'armée, les États bourgeois, ils ont généralement deux moyens, si on veut. Soit couper dans les autres dépenses de l'État, le social, la santé, tout ça, et augmenter les impôts,
Ça veut dire généralement faire de l'austérité, non? Genre prendre, couper dans ce qui est utile aux travailleurs dans les services que l'État fournit. Ou alors endetter l'État. Mais une dette, quand on prend une dette, un jour, faudra la repayer. Et ça veut juste dire, en fait, repousser l'austérité à plus tard et la rendre pire parce que ça risque aussi de faire une crise financière dans le futur. Et déjà, quelle est la situation des pays européens à ce niveau? Déjà sur l'austérité. Déjà, depuis 20-30 ans, les conditions de vie stagnent ou se détériorent, non? Genre, il y a eu une accélération de ça typiquement après la grande crise de 2008. Les conditions de travail deviennent plus flexibles, ça veut dire précaires, comme avec des lois comme en France, la loi travail de Hollande. Les conditions d'accueil dans les hôpitaux se détériorent, les transports sont en mauvais état, l'infrastructure en général est dans un mauvais état. Et toute la classe ouvrière, si on veut, et d'autant plus la jeunesse, ressent une sorte de malaise dans le futur, non? Aussi avec des questions beaucoup plus larges, genre de crise de la santé mentale, de crise climatique. C'est un peu une impression qu'il n'y a plus d'avenir en fait, pour nous dans la situation actuelle. Et ça a déjà donné lieu d'ailleurs à des mouvements qui ont mobilisé la jeunesse, qui ont mobilisé les travailleurs, mais qui ultimement, enfin comme la grève du climat par exemple, mais qui ont ultimement ont en partie déçu les attentes des participants. Et du coup, la majorité des pays d'Europe, en fait, sont déjà dans des crises politiques, de leur régime politique assez profondes, non? En France, là, essayer de faire passer des budgets d'austérité, ça a déjà fait tomber un gouvernement, le gouvernement à Barnier. Non, maintenant, ils ont réussi à stabiliser un peu la situation à court terme avec Bayrou. Mais ça, c'est déjà dans une situation où l'état du système de santé est tellement catastrophique qu'il y a un article de nos camarades en France où ils ont montré que genre, la mortalité infantile augmente en France. C'est ça l'état du système de santé français. Et là-dessus, l'État essaye de encore faire passer des coupes comme ça, ce qui amène aussi à des mobilisations. En Allemagne, le nouveau chancelier, il est tellement instable que même en n'ayant aucun adversaire, il a eu besoin de 2 tours d'élection pour se faire élire par le Parlement. Non, genre, les parlementaires n'ont juste pas voté pour lui. Et en Allemagne, je veux dire, c'est devenu une blague le fait que le système de train de la Deutsche Bahn est dans un état catastrophique comme ça. Et ça, c'est vrai pour tous les pays d'Europe. Non, on doit absolument mentionner les mouvements incroyables qu'il y a eu en Grèce, qu'il y a encore en Serbie, contre la corruption, contre les accidents d'infrastructures non ferroviaires. Donc, de manière générale, les travailleurs en ont déjà marre, si on veut, de l'austérité. Et ce qui se montre aussi dans le fait que le sentiment de patriotisme n'est pas très élevé actuellement. Non, genre, il y a peu de travailleurs qui vont être motivés par l'idée de rentrer dans l'armée et d'aller mourir à la guerre pour la patrie pour les intérêts des capitalistes, non? Et dans tout ce contexte-là, la classe dirigeante doit faire passer ces immenses augmentations de budget militaire dont j'étais en train de parler, et donc les coupes dans les services publics qui vont avec, non? Et elle essaie de le justifier un peu en agitant l'épouvantail de l'invasion russe, non? Et ça a un petit impact, non? Ça fait peur, l'idée qu'il y a Poutine et les Russes qui vont envahir l'Europe. Mais en fait, les chances que Poutine il envahisse l'Europe, elles sont nulles dans la situation actuelle, parce que pourquoi il irait à chercher à envahir l'Europe, tout ce que ça coûte, aussi genre une guerre entre des puissances nucléaires, tout ça, alors qu'en fait, il peut déjà dominer l'Europe à travers, économiquement, non? À travers l'énergie pas chère que la Russie peut vendre à travers les marchandises qu'ils ont et tout ça, non? Ouais. Et donc ça, c'est sur la question de l'austérité. Sur la question de l'endettement, est-ce que les États européens pourraient décider de s'endetter pour essayer d'éviter une austérité trop violente, un peu sauvegarder la situation sociale pendant une période? Et là, l'Allemagne, c'est un peu une exception parce que pendant longtemps, elle a gardé ses dépenses et sa dette très basse. Et du coup, elle a un peu plus de marge de manœuvre que les autres, mais comme je disais avant, elle court pour essayer de rattraper aussi les autres. Mais tous les autres pays européens, et notamment des pays très importants comme la France ou l'Italie, sont déjà dans des situations d'endettement public extrêmement forts. Et là, on ne parle même pas encore de l'Espagne, de la Grèce et d'autres pays comme ça, non? Du coup, les capacités d'endettement des pays européens, elles sont très limitées et ça pose en fait des risques de crise de la dette, des crises qui vont être payées, que les gouvernements vont faire payer à la classe ouvrière en dernière instance dans les différents pays, parce que, comme on l'a déjà vu en fait à la dernière grande crise de la dette après 2008, entre 2008 et 2015, non, genre de nouveau en Grèce, en Irlande, en Espagne, c'est les travailleurs qui ont payé avec leurs conditions de vie la crise de la dette de la classe dirigeante. Et ouais, du coup, on est dans une situation où
ils attaquent de plus en plus violemment. La classe ouvrière ne peut pas se permettre des baisses dans ses conditions de vie. Et donc, dans l'effort de militarisation de la bourgeoisie, il y a implicitement des risques et des explosions sociales dans le futur qui sont là. Non, genre, il y aura des mouvements contre ça qui vont avoir lieu. La vitesse et le tempo, ça, on ne peut pas encore dire. Et donc, mais pourtant, ça n'empêche pas en fait, aussi certains partis à gauche de soutenir les investissements militaires. En disant qu'en fait, c'est une manière comme de garantir des bons emplois aussi pour les travailleurs. C'est le cas du gouvernement de gauche, il faut le dire vite, du Parti travailliste en Grande-Bretagne, non. C'est le cas de tous les réformistes français, notamment François Ruffin, qui était à fond pour le plan à Macron, il faut juste que les riches en payent un peu, une bonne partie. Die Linke en Allemagne, le PS en Suisse, tous ces partis réformistes, en fait, soutiennent le réarmement et essayent de faire juste que ça soit un peu moins la classe ouvrière qui paye. Mais comme je l'ai expliqué avant, l'État, il doit prendre l'argent quelque part pour financer le réarmement, et d'une manière ou d'une autre, il le prend dans la poche des travailleurs, que ce soit à travers maintenant de l'austérité ou demain de l'austérité à cause de l'endettement. Et demain, c'est pas genre demain dans 10 ans, c'est demain beaucoup plus tôt que ça. Et aussi, de manière générale, là, on parle d'armement, on parle d'acheter des armes pour envoyer des travailleurs s'entretuer sur le champ de bataille, ou si on a un peu de chance, juste rouiller dans des entrepôts pour rien. Genre, ça n'a aucun contenu progressiste, mais si des organisations de gauche adoptent le capitalisme comme limite de leurs horizons, elles finissent par défendre la logique du capitalisme, et c'est ça, en fait, qu'on voit avec ces partis réformistes-là, non ? Genre, ils ont tous avalé, si on veut, l'agitation de la classe dirigeante en Europe, que la principale menace contre nous, c'est Poutine, le dictateur, et tout ça, et qu'il faut s'armer pour défendre une démocratie abstraite. Déjà, de quelle démocratie on parle dans les pays européens, non ? Un peu ça. Et du coup, je pense que contre ça, on doit être très clair, très ferme sur les principes de base. Le réarmement n'est pas dans l'intérêt des travailleurs, et on doit mener la lutte contre le réarmement sur une base de classe et sur une base internationaliste. Non, notre principal ennemi à nous, aux travailleurs ici en Suisse, c'est pas Poutine, c'est pas Trump. Évidemment, c'est nos ennemis aussi. Non, on n'est pas dans le camp de Poutine ou de Trump, mais c'est notre propre classe dirigeante et son conseil fédéral qui organise l'exploitation des travailleurs. Dans le conseil fédéral, les gouvernements cantonaux, l'État en général, qui en fait sont ceux qui maintenant appliquent l'austérité, coupent dans les conditions de vie de la classe ouvrière et aussi font cette propagande idéologique pour dire que en fait, le problème c'est Poutine. Non, genre, évidemment, on ne doit pas soutenir Trump contre le Conseil fédéral dans les négociations des différents camps de la bourgeoisie sur les tarifs, par exemple. Genre, on soutient évidemment nos camarades, les travailleurs, la classe ouvrière aux États-Unis, qui a comme tâche de renverser Trump et l'impérialisme américain. Mais surtout, nous, on doit dire l'ennemi principal est dans notre propre pays. Notre ennemi principal, c'est la classe dirigeante en Suisse et le gouvernement suisse, non ? Et du coup, on doit mettre en avant qu'on peut lutter contre la militarisation que de manière indépendante de cette classe dirigeante qui nous exploite. Pas en essayant de la convaincre de ne pas militariser ou de faire une militarisation qui soit un peu plus sympa avec nous, genre de moins prendre aux travailleurs pour la financer. On aurait besoin aujourd'hui que toute la gauche, que tous les syndicats lancent une grande campagne nationale et internationale contre le militarisme, contre la guerre et contre le capitalisme en général, parce que toutes ces choses-là sont liées, non ? Mais évidemment, on ne peut pas juste sortir et crier « révolution, révolution, contre tous les problèmes, ce qu'il faut, c'est la révolution », non ? Parce que ça explique rien de comment on y arrive, non ? Genre, on doit trouver un chemin, montrer comment on peut arriver à partir de la situation actuelle et expliquer pourquoi il faut en fait des politiques de classe dans la situation actuelle. Et c'est pour ça que notre internationale, donc l'internationale communiste révolutionnaire, dont le PCR en Suisse est membre, est la section suisse, donc parmi les sections dans tous les pays où on est. On a mis en avant au niveau international le slogan en anglais « Books, not bombs », qu'on a traduit de différentes manières en français. On peut dire l'éducation plutôt que la militarisation. Nous, au 1er mai, on a défilé sous le slogan de « Nous ne payerons pas votre crise », non, qui est un peu le même principe, ce genre de choses. Et la force de ce slogan, en fait, c'est que de prime abord, il paraît très simple et abordable. Non, c'est ça, sa force, c'est que tous les travailleurs ont intérêt dans une bonne éducation, dans une bonne santé, dans des bons services sociaux. Genre, qui n'est pas d'accord avec dans la classe ouvrière avec une telle revendication, non ? Et avec ça, quand on dit genre books not bombs, on fait l'opposition entre les services sociaux, ce qui est dans l'intérêt des travailleurs, et justement la militarisation. Non, genre la classe dirigeante, elle n'a pas besoin de services sociaux parce que de toute façon, elle peut se payer des cliniques privées, elle peut se payer des écoles privées, tout ça.
mais elle a besoin d'armes, elle a besoin de soldats, elle a besoin de tanks et de bombes nucléaires pour défendre ses intérêts impérialistes dans le pays, genre contre sa classe ouvrière domestique, mais aussi à l'extérieur contre les autres impérialistes. Et du coup, là, ça ouvre la question, quand on dit books not bombs, pourquoi c'est plutôt les intérêts de la classe dirigeante aujourd'hui qui sont mis en place aujourd'hui? Pourquoi c'est la militarisation plutôt que l'éducation? Dans ce sens-là, le slogan qui est appliqué aujourd'hui, c'est plutôt militarisation plutôt qu'éducation. Nous, on voudrait que ça soit l'inverse, non? Et du coup, ça ouvre la question de c'est qui contrôle la société? Genre, ça pose la question de tant que la classe dirigeante contrôlera toutes les richesses sociales à travers la propriété privée des moyens de production, elle va les utiliser pour ses intérêts. Et ça veut dire défendre ses profits et défendre sa position dans la société au prix des conditions de vie et de la vie, en dernière instance, des travailleurs. Non? Et donc, ça veut dire que ce slogan, évidemment, il n'y a pas un slogan magique qui rend les gens conscients juste en l'entendant. Non, c'est comme une base sur laquelle on peut discuter aussi avec les gens dans le mouvement. Il montre qu'en dernière instance, si on veut que les richesses sociales elles soient utilisées pour l'éducation et pas la militarisation, pour remplir les besoins des travailleurs, les travailleurs doivent prendre le pouvoir, doivent prendre le contrôle de ces richesses sociales-là pour les utiliser dans leurs intérêts. Et ça, on pourrait dire, c'est très bien tout ça, mais c'est juste utopique de penser qu'on peut passer de la situation très concrète d'aujourd'hui à la révolution, non? Mais je pense aussi là, c'est que ce n'est pas une question de tout ou de rien, même pour des luttes partielles, des luttes pour des réformes dans ce sens-là, sous le capitalisme, en fait, on ne peut que gagner par des méthodes de lutte des classes. Et il y a des milliers d'exemples avec lesquels on pourrait illustrer ça, mais pour parler aussi un peu d'ici et de maintenant, la manif des profs, la grève des profs qu'il y a eu aujourd'hui, ça c'est un exemple, non? Parce qu'en fait, en soi, cette lutte, elle est, même si ça ne se voit pas directement, elle est directement liée à la lutte contre la militarisation, non? Le Conseil fédéral, il a présenté son programme d'allègement des coûts, comme il dit, de coupes d'austérité. C'est des coupes dans la formation, dans la protection de l'environnement, dans la santé, dans tout, pour 3,6 milliards de francs dès 2027. Et de l'autre côté, dans le budget, il y a 4 milliards de plus pour l'armée. Non, c'est un transfert quasiment direct. Ils ont juste ajouté 400 millions, je ne sais pas faire des maths, en plus en cadeau. Et dans ce cadre-là, les profs du cycle et de tous les degrés, en fait, maintenant, ont décidé d'entrer en lutte, déjà les profs du cycle l'année dernière, parce que les conditions pour bien faire leur travail, aujourd'hui, ne sont plus réunies. Mais toute la perspective que je développe là, elle montre, en fait, le réarmement, ce n'est pas une volonté comme méchante de la bourgeoisie, c'est une nécessité, ce n'est pas un choix idéologique dans ce sens-là. Et donc, pour que nous, on gagne, pour qu'on garantisse des conditions d'éducation qui soient bonnes, en fait, on doit forcer l'État, et ça implique des mesures de lutte des classes, ça implique la grève, et c'est pour ça que c'est un excellent pas en avant, ce qui s'est passé aussi aujourd'hui dans les écoles. C'est ça, en fait, des mesures de lutte des classes en général. Mais en fait, pour que ce soit vraiment possible, pour qu'on gagne, les profs seuls n'ont pas forcément encore un rapport de force suffisant pour gagner, non? Mais on a aussi le fait que dans les coupes du Conseil fédéral et dans toutes les coupes qu'il y a en ce moment, ce n'est pas juste des coupes contre l'éducation, c'est des coupes contre tous les secteurs du public. Et donc on a là le potentiel d'une lutte unie de toute la fonction publique contre l'austérité, contre le militarisme et quelque part aussi en fait contre le capitalisme. Et en fait, on n'a même pas besoin de s'arrêter là parce que c'est qui après qui va être touché par ces coupes-là aussi? C'est justement les enfants dans les écoles qui n'ont plus des conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre, les files d'attente aux urgences, le fait qu'on a du mal à avoir un rendez-vous avec un travailleur social si on a des problèmes ou ce genre de choses. Non, ça impacte aussi directement la classe ouvrière. Et en premier lieu aussi sa couche la plus déjà précarisée et en fait beaucoup aussi la jeunesse, les jeunes travailleurs, non? Et du coup ça montre que sur cette base-là les organisations de gauche, elle est là en fait cette campagne dont je parlais avant, genre les syndicats, les organisations de gauche pourraient commencer à organiser un mouvement général de la classe ouvrière contre l'austérité, contre le militarisme sur la situation actuelle, non? Et c'est pas genre quelque chose qu'on peut juste conjurer en claquant des doigts, c'est pas facile comme solution, mais ça prend du temps en fait à mettre ça en place, non? Mais c'est aussi la seule possibilité dans les conditions actuelles pour gagner, parce que tant que la classe ouvrière ne riposte pas par des mesures de lutte, la classe dirigeante lui prendra petit à petit tout ce qui fait en fait de nos vies quelque chose de civilisé et de un tant soit peu un peu cool, quoi. En fait, je pourrais dire mener la lutte sur une base de classe, ça ne nous garantit pas la victoire,
Mais par contre, la mener sur une base de collaboration avec la classe dirigeante, ça nous garantit la défaite dans ce sens-là, et il y a beaucoup de mouvements qui le montrent. Mais malheureusement, actuellement, à gauche, en Suisse, mais aussi au niveau international, comme je disais, il n'y a pas d'organisation de masse qui porte ce programme-là. Non, genre les partis de masse historiques de la classe ouvrière, les PS, enfin, tous les réformistes de gauche aussi, sont coincés dans la collaboration avec la classe dirigeante. Et du coup, dans les conditions actuelles, ils jouent un rôle de frein en fait, sur le mouvement en empêchant la clarification en fait, quel est le caractère de cette lutte contre la militarisation, non? Et c'est aussi pour ça, nous, qu'on a lancé le Parti communiste révolutionnaire en Suisse l'année dernière, c'est que les révolutions, les mouvements de la classe ouvrière, c'est un fait naturel, dans le sens que ça arrive régulièrement sous le capitalisme. Mais la question qui se pose, c'est comment on fait pour gagner? Non, comment on fait pour que la classe ouvrière prenne le pouvoir, et surtout que si elle prend le pouvoir, elle puisse le garder et commencer la construction d'une société socialiste, d'une société basée sur la propriété collective et sur le remplissage, c'est pas un mot, enfin que remplir nos besoins plutôt que genre produire pour les profits des capitalistes, non? Et pour mettre fin à la militarisation, pour renverser le capitalisme, la classe ouvrière, elle a besoin d'une direction révolutionnaire qui justement a étudié toutes les leçons des luttes du passé, toutes les leçons aussi des révolutions du passé, pour en fait en tirer les leçons et montrer la voie à suivre de comment en fait justement on peut prendre le pouvoir et comment on peut le garder. Et nous aujourd'hui au PCR, on est trop petits pour pouvoir jouer un rôle dans les événements, non, genre, on n'a pas une masse suffisante. Mais pour pouvoir jouer un rôle dans des événements futurs révolutionnaires qui vont avoir lieu, en fait, on commence à se préparer dès aujourd'hui pour qu'à ce moment-là, on ait un parti avec suffisamment de membres et suffisamment de membres capables de pouvoir répondre aux questions que les gens se posent pour pouvoir jouer un rôle décisif dans cette révolution. Voilà. Yes. Moi, je vais parler de ce qui se passe en ce moment entre l'Inde et le Pakistan. Je pense que vous avez peut-être un peu vu montée du conflit armé. Mais je voulais juste commencer un peu plus largement, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région. Il y a 78 ans, le sous-continent indien il a été partagé artificiellement par les impérialistes britanniques. En gros, la Grande-Bretagne, elle doit vite se casser après la Deuxième Guerre mondiale avec la pression des mouvements indépendantistes dans la colonie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste appliqué leurs règles favorites, diviser pour mieux régner, où en gros le peuple des Indes britanniques et surtout les différentes minorités religieuses a été utilisé sans aucun scrupule dans les intérêts des exploiteurs de leur propre communauté religieuse. Donc, en gros, on a d'un côté le Congrès national, donc, qui représente les hindous, qui a juste aidé à consolider les intérêts des grands capitalistes et propriétaires hindous dans l'ensemble de l'Inde en tant que majorité religieuse. Et de l'autre côté, la Ligue musulmane, qui a aussi défendu les intérêts des seigneurs féodaux musulmans et qui a essayé de tirer le meilleur parti de la situation en séparant les régions à majorité musulmane à l'est et à l'ouest de l'Inde britannique, ce qui a juste laissé les intérêts de la minorité musulmane en Inde à la bonne volonté des capitalistes hindous. Et la conséquence de ça a été du coup justement une séparation du territoire totalement artificielle qui a brisé en fait cette immense région et scindé les communautés religieuses, donc hindoues, musulmanes et aussi sikhs. Et ça a eu des conséquences désastreuses. Il y a eu un vrai nettoyage ethnique qu'on estime à plus de 12 à 15 millions de personnes qui ont été forcées d'être déplacées et des atrocités comme 75 000 femmes violées durant cette période-là. Le Pakistan a été divisé en deux, donc le Pakistan occidental, qu'on connaît maintenant sous le même nom, et le Pakistan oriental qui est devenu, après une lutte pour l'indépendance, le Bangladesh. Pourquoi je parle de ça? C'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, cette situation qu'il y a eu il y a 80 ans, rien n'a été résolu. Genre la misère, elle est de plus en plus immense dans la région, et de l'autre côté, on a un luxe gigantesque des élites capitalistes. Le pillage de la région par les impérialistes et les capitalistes nationaux, il continue, et le poison du sectarisme religieux, il est toujours aussi fort. Durant ces 80 dernières années, les conflits entre les deux régions ont constamment été présents, avec des crises entre les deux pays plus ou moins fortes, en 1965, aussi dans les années 2000, et ça continue. Et on peut clairement dire, pour reprendre les mots de Charles, sous le capitalisme,
on peut faire tous les traités, toutes les alliances commerciales qu'on veut, le spectre de la guerre, il revient et il reviendra. Et juste ce qui se passe aujourd'hui en Inde et au Pakistan, c'est la preuve de ça. Mais pour venir à ce qui se passe aujourd'hui, on doit répondre à qu'est-ce que c'est cette guerre. Déjà, juste les faits, peut-être pour ceux qui ont moins suivi. Donc la semaine passée, il y a l'armée de l'air indienne qui a fait 9 attaques, lancé 9 attaques dans le territoire du Pakistan, occupé du Cachemire, sur des soi-disant camps terroristes, parce que la semaine d'avant, donc ça c'est la raison de la classe dirigeante indienne, il y a eu justement une attaque terroriste à Pahalgam, un site touristique dans le Cachemire occupé par l'Inde. Et juste, en fait, l'Inde, elle essaie de trouver un prétexte à ces frappes militaires. Et de l'autre côté, on a le Pakistan qui nie et qui met la faute sur l'Inde. En gros, ils se battent généralement pour savoir qui c'est qui a déclenché cette guerre. Et ça crée juste une hystérie générale dans les deux pays, une fièvre nationaliste. Et clairement, tout le monde veut poser la question de qui a commencé. Et c'est pas la bonne question qu'on doit se poser que dans tous les conflits. Déjà, parce que juste, c'est pas notre guerre. Genre, c'est une guerre entre deux classes impérialistes rivales, dont les intérêts sont dans la région opposée. Mais est-ce que les masses, elles ont quelque chose à gagner, les masses de chaque côté? Elles ont quelque chose à gagner de cette guerre? Genre non, pas le moindre du monde. Elles ont tout à perdre même. Déjà juste dans ce conflit, il y a eu 46 morts. Pourquoi au final? Pour rien du tout, elles n'y ont rien gagné. Et ensuite après, les masses elles-mêmes, elles s'en rendent compte, car on a vu justement un rejet, un dégoût de la classe ouvrière de cette montée nationaliste et essayer de diviser les musulmans et les hindous sur des lignes religieuses. Il y a un véritable sentiment de paix et de respect entre les travailleurs indiens et pakistanais qui s'est montré ces dernières semaines. Et deuxièmement, on peut justement dire aussi, actuellement, le Pakistan et l'Inde, c'est deux puissances nucléaires. Ça veut dire qu'on a juste deux classes dirigeantes qui jouent avec la vie de plus d'1,5 milliard de personnes pour leurs propres intérêts. Et ça pose une question qu'on doit répondre de manière très claire. Quelle est notre position? Genre nous, dans le mouvement ouvrier, la gauche, les communistes, on doit avoir quoi comme position? Et il y a des partis communistes en Inde. Du coup, quelles ont été leurs positions? Tous, ils s'alignent derrière Modi, qui est en Inde, qui est le dirigeant actuel. Et du coup, ça veut dire qu'ils adoptent une politique nationale chauvine, ils défendent leur propre classe dirigeante. On a le Parti communiste indien, du coup, lui qui dit « Ah, il faut lutter absolument contre le terrorisme ». Déjà, il faut être clair, le terrorisme, c'est un produit de la barbarie capitaliste. Déjà, ici, il est encore plus alimenté par justement ce sectarisme religieux qui a été utilisé par les deux classes dirigeantes depuis des décennies. Mais juste dire aussi que le régime de Modi en Inde, c'est lui qui terrorise quotidiennement ses habitants, avant tout le reste. Ils utilisent des gangs fascistes contre les minorités religieuses musulmanes, chrétiennes, contre les travailleurs. Et aussi, par rapport au Pakistan, Modi, il utilise justement des terroristes de l'Hindutva contre les musulmans constamment. Et c'est clair que cette politique réactionnaire dans le Cachemire occupé, ça alimente les groupes terroristes comme le Front de résistance qui a mené cette attaque à Pahalgam. Ensuite, le Parti communiste dit, je cite, que ce moment, en parlant de justement cette période actuelle de guerre, que ce moment soit celui de l'unité, de la force et de l'engagement inébranlable en faveur de la justice et des valeurs séculaires du peuple indien. Donc déjà, juste là, il essaye d'appeler à l'unité, genre unité de principe. En gros, on va faire un bloc avec le parti au pouvoir, le BJP, qui est le parti bourgeois réactionnaire au pouvoir en Inde. Et ça, c'est juste une collaboration de classe totale avec les plus grands exploiteurs et oppresseurs du peuple indien qui sont au pouvoir actuellement. Et aussi, un deuxième grand point, en faisant ça, il viole totalement l'internationalisme prolétarien. Ça veut dire l'unité entre les peuples opprimés de la région, au profit d'un soutien à la classe dirigeante indienne qui est elle-même coupable de ça. Et toutes les autres organisations de gauche font pareil. Et de l'autre côté, on a la classe dirigeante indienne qui, elle, est très consciente de ce qui se passe. Pourquoi déjà, en fait, on doit se poser la question, pourquoi elle lance cette guerre maintenant? C'est pas vraiment un hasard si ce conflit émerge maintenant. Il y a une crise interne assez forte en Inde, une crise du régime bourgeois en place. L'invisibilité de Modi, elle a été attaquée depuis plusieurs années. Déjà en 2021, il y a eu un gros mouvement de fermiers contre des lois draconiennes qu'il avait mises en place. Mais aussi en 2024, il a perdu la majorité aux élections. C'était la première fois.
et ce qui a fait qu'il a dû se reposer sur une coalition. Mais plus généralement, actuellement, là, maintenant, il y a des élections bientôt dans un État indien très important, le Bihar, et juste, il voit sa perte de popularité s'agrandir parce que depuis des décennies, il utilise des mesures d'austérité, il attaque les droits des travailleurs, l'économie, il y a une inflation constante, et ça lui fait peur de perdre sa base. Du coup, il essaye avec la menace d'une guerre, la menace du Pakistan, en gros, il essaye de regagner sa base nationaliste et de lui permettre de gagner ses élections. En gros, il essaie de rattraper un peu les pots cassés qu'il a lui-même fait. Et c'est une stratégie qu'il a déjà utilisée en 2019. Il y a une attaque terroriste aussi de même groupe similaire dans le territoire occupé du Cachemire. Ça a été le même scénario, il y a eu des représailles, il a utilisé l'élan national. Les partis communistes n'ont rien dit, ils ont capitulé, et du coup il a remonté dans les sondages et il a gagné les élections haut la main. Il faut que j'aille vite. Et sinon, de l'autre côté, au Pakistan, c'est la même chose. On fait face à un pays qui subit une crise interne forte, et du coup qui va aussi essayer d'exporter cette crise avec la politique de il y a une menace à l'extérieur. Au Pakistan, on voit même à un niveau plus avancé où il y a des mouvements pré-révolutionnaires depuis quelques années. J'ai pas le temps d'entrer en détail, mais il y a des super articles là-dessus sur notre site de l'International, des mouvements au Baloutchistan, des mouvements des fermiers du Sindh, et au Cachemire, il y a eu un gros mouvement l'année passée, où il y a même une victoire qui a été gagnée, et un mouvement qui est encore fort. Et du coup, ça veut dire que la classe dirigeante au Pakistan, elle craint clairement son renversement, et du coup elle utilise aussi la politique de bouc émissaire pour calmer ça. Mais dans tout ça, j'aimerais quand même insister que les masses, elles sont pas débiles, elles voient cette hypocrisie, et même elles voient plus loin que leurs propres dirigeants communistes, entre guillemets, qui eux soutiennent totalement la classe capitaliste. Il y a eu des manifs en Cachemire contre les attaques terroristes, il y a eu de l'aide, de la solidarité de classe entre les musulmans et les hindous après l'attaque terroriste. Et aussi, je suis tombé sur une vidéo Instagram où il y a un ado indien qui est interviewé, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Et en gros, c'est un journaliste indien qui, évidemment, veut montrer que les Indiens sont favorables à la guerre. Du coup, il n'arrête pas de lui poser la question, est-ce que vous soutenez l'Inde, est-ce que vous condamnez le Pakistan? C'est fait très parallèle avec est-ce que vous condamnez le Hamas. Et juste, lui, il dit non, moi je soutiens le Pakistan et je soutiens l'Inde. En gros, il veut dire je soutiens aucun des camps dans cette guerre. Et ensuite, après, il dit aussi tout le monde a le droit de vivre et d'être libre. Musulmans et hindous, il y a des musulmans là-bas, il y a des musulmans ici, il y a des hindous là-bas, il y a des hindous ici. On ne doit pas s'entretuer. Et ensuite, après, cette personne lui dit t'as pas honte un peu de dire ça? Et lui il lui répond toi t'as pas honte de faire des news et de propager des infos de merde? Juste on voit la haine contre les institutions et le nationalisme. Et après la dernière question que je trouve la plus stylée, c'est le journaliste qui lui demande ok mais en fait qui t'a dit ça, où t'as appris à dire ce genre de trucs? Et il répond mec moi j'ai un cerveau. Et juste ça veut dire que les gens ils apprennent de la crise, ils sont pas cons, ils voient tout ce qui se passe et ils réfléchissent, et la crise commence à produire des gens qui pensent comme ça déjà à cet âge-là, déjà à 15 ans. Et du coup j'aimerais terminer sur c'est quoi la position des communistes révolutionnaires, pas des communistes staliniens. Déjà internationalisme prolétarien, les masses de tout le sous-continent, elles n'ont rien à gagner dans cette guerre. Seule l'union de la classe ouvrière des deux pays peut défaire les attaques de Modi et aussi surtout mettre en place une réelle paix entre ces deux peuples qui sont frères et sœurs depuis le début. Et ensuite, reprendre le slogan « l'ennemi principal est dans notre propre pays ». Ça, qu'est-ce que ça veut dire en Inde? Modi et la clique des milliardaires indiens, c'est ceux qui exploitent, tuent et jouent avec la vie des masses indiennes tous les jours. Il y a des inégalités de classe énormes en Inde. Et du coup, la tâche d'un parti communiste, ce serait de diriger la colère des masses accumulée depuis des décennies contre ce régime pourri pour le renverser. Et dernier point, c'est justement, sous une base capitaliste, il n'y a aucun des problèmes dont souffrent les masses actuellement dans la région qui peut être résolu. Il n'y a aucune manière de réorganiser le continent, de résoudre la question des minorités qui peut se faire. Ce qu'il faut, c'est renverser le capitalisme. Les travailleurs doivent s'unir dans toute la région pour renverser le capitalisme.
Et c'est seulement ça qui permettra de réorganiser la production et surtout de décider comment les minorités religieuses peuvent vivre et de quelle manière elles veulent le faire, si elles veulent être indépendantes ou pas. Et ça, c'est que possible en renversant le capitalisme avec une économie planifiée. Et du coup, c'est pour ça que nous, on dit pour une fédération socialiste dans l'Asie de l'Est. Merci. Du coup, Emma, tu peux venir. Ensuite, il y aura Sarina. Après Emma et Sarina, il n'y a pas d'autres personnes qui veulent parler. Donc, s'il y a des gens qui qui ont réfléchi un peu à des réponses aux questions qui ont été posées ou quoi, n'hésitez pas à me faire signe. Top. Moi, je vais parler un peu de l'ONU et plus précisément de quelle paix est-ce qu'elle défend. Genre, c'est quoi la paix sous le capitalisme en fin de compte. Par exemple, on voit que le génocide en Palestine, il continue. On voit que les institutions internationales comme l'ONU ou la Cour de justice internationale, elles n'ont absolument pas aidé à faire qu'il s'arrête et ils se sont montrés totalement inutiles. Et un exemple de cette inutilité, il y a par exemple pendant l'invasion du Liban, les soldats israéliens ont délibérément tiré sur les soldats de l'ONU qui étaient postés à la frontière et Netanyahou a juste utilisé une excuse bidon alors que faire ça, c'est en principe enfreindre la loi internationale. Ça peut vraiment constituer un crime de guerre et pourtant il n'y a eu aucune conséquence. Et faut comprendre que cette passivité, elle n'est pas due au hasard, en fait, elle s'inscrit dans le caractère même de l'ONU, parce qu'en réalité, l'ONU, elle n'a pas été fondée pour défendre la paix, comme c'est préconisé par les institutions bourgeoises, mais pour constituer une façade idéologique derrière laquelle les puissances impérialistes, elles peuvent discuter de comment se partager le monde durant l'après-guerre. Et c'est pour ça, en fait, que la plupart du temps, l'ONU se contente de produire des résolutions qui ne sont jamais respectées ou qui avantagent seulement les puissances impérialistes. Il existe mille et un exemples du caractère réactionnaire de l'ONU, mais on peut par exemple citer celui de la ligne verte, reconnue par l'ONU, qui a accessoirement été fondée sur le nettoyage ethnique de 700 000 Palestiniens, à savoir la Nakba. Et le message que l'ONU elle envoie, du coup, c'est juste faites vos guerres, nous on viendra juste pour mettre le vernis légal sur les conquêtes que vous aurez faites. Et ça montre bien que la paix préconisée par l'ONU, et d'une manière générale sous le capitalisme, du coup, en fait c'est juste la paix du plus fort, et que c'est pas une institution indépendante des puissances impérialistes. Et on voit encore plus clairement le caractère hypocrite des grands discours de paix de l'ONU lorsqu'elle est amenée à intervenir sur le terrain. L'ONU a occupé Haïti de 2004 à 2014 sous le couvert d'une mission de stabilisation du pays suite à un coup d'État facilité par les États-Unis contre le premier président du pays élu démocratiquement. Donc voilà, on voit déjà l'hypocrisie, mais en plus, ce qu'ont vraiment fait les soldats de l'ONU, c'était réprimer violemment toute résistance au nouveau régime, qui n'allait pas dans le sens des politiques de libre marché américaines. Et du coup, réprimer toute tentative d'organisation contre le nouveau régime pro-libéral et tout ça. Et donc, il devait sécuriser les intérêts de l'impérialisme américain, et ça à n'importe quel prix. Donc ça veut dire qu'ils ont tué et violé des dizaines de milliers de Haïtiens pour les beaux yeux du capital, et ils ont même ramené le choléra. Et ça, on en entend beaucoup moins parler parce que c'est beaucoup plus évident juste que le rôle de l'ONU, là, dans ce cas-là, c'est pas du tout de défendre la paix. Et du coup, on voit que la capacité d'action de l'ONU, elle dépend entièrement des intérêts qui sont en jeu. Elle ne fait rien contre le génocide d'Israël en toute connaissance de cause, parce que c'est plus important de garder Israël du côté des États-Unis que la vie de dizaines de milliers de personnes à Gaza. Elle fait semblant de mettre des conditions à Netanyahou, tout en le laissant faire ce qu'il veut, parce que elle essaie juste de faire retomber la colère internationale contre le génocide et faire passer les crimes de l'impérialisme juste pour un manque de considération morale.
Et ouais, on voit encore plus clairement l'absurdité de la situation quand on regarde tous les pays qui se réarment. Charles l'a bien expliqué. Les guerres et les guerres commerciales. Et l'ONU, elle arrive comme ça, avec ses beaux discours sur la paix et la diplomatie. Et donc, le message qu'on doit comprendre, là, il est clair. C'est pas la discussion qui détermine les relations entre les pays, c'est les intérêts de leur propre bourgeoisie nationale, encore plus en temps de crise. Genre, comme la démocratie bourgeoise, l'ONU, c'est une institution qui est encore plus dévoilée en temps de crise, parce que c'est beaucoup plus évident, juste que y a pas la paix, donc l'ONU sert à quoi? À rien. Et en plus de ça, l'ONU, elle est de plus en plus paralysée, parce que c'est une organisation qui correspond à une époque révolue, où c'était facile d'assurer la paix du plus fort, parce que, entre guillemets, il n'y avait qu'un seul plus fort, et c'était les États-Unis. Donc, si l'ONU disait « Ah, il faut faire la paix », juste les États-Unis arrivaient et disaient « Ah, voilà, c'est la paix, vous devez nous écouter ». Sauf que maintenant, les États-Unis, ils ne sont plus la seule puissance. Il y a d'autres qui émergent, qui ont de plus en plus leur mot à dire, et ça devient du coup de plus en plus difficile pour l'ONU de prendre position, parce que elle fait face à plein d'intérêts divergents, et en plus il y a plein de droits de veto, donc ça paralyse encore plus la capacité d'action qui est déjà quasi nulle. Et ouais, nous on peut pas compter sur cette organisation pour garantir la paix. Depuis la création de l'ONU, il n'y a pas eu un seul jour qui s'est passé sans qu'il y ait une guerre quelque part dans le monde. Pour avoir la paix, il n'y a qu'une seule solution, c'est la guerre de classe contre les impérialistes qui produisent toutes ces guerres, contre les impérialistes dans nos propres pays. Et ouais, quel est vraiment le moyen de mettre en place cette paix? Qui a la puissance de mettre en place cette paix? Qui peut faire pression pour arrêter la guerre? Et ça, c'est les mouvements révolutionnaires. Ce qui a mis la pression sur l'ONU pour prendre position contre le génocide à Gaza, c'était juste la pression des mouvements. Et la peur qu'est-ce qui pourrait arrêter cette guerre? C'est aussi des révolutions dans les pays arabes autour d'Israël. Et qui a mis fin à la guerre du Vietnam? C'est les mobilisations des étudiants et de la classe ouvrière. Et du coup, il n'y a que la classe ouvrière qui a vraiment intérêt à faire la paix. Et voilà, c'est tout. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi la Suisse se militarise. Parce que je pense que si Mélanie appelle l'Europe une fourmi, la Suisse, elle est... Bon, t'as déjà pris un animal méga petit, peut-être une mouche, je sais pas, un bébé fourmi, peut-être on peut le dire comme ça. Et du coup, pourquoi on va la militarisation? Quel est l'intérêt? Et je pense que Charles a bien expliqué que la tâche de l'armée, en dernière analyse, c'est garantir les sphères d'influence. Non, c'est de freiner, d'étouffer les révoltes et les luttes à l'intérieur du pays. Genre un peu ça comme deux grandes tâches. Et après, il faut dire que pour des petits pays impérialistes comme justement la Suisse, en fait, l'armée, surtout sur la scène internationale, c'est aussi un peu jouer théâtre, dans le sens où, oui, on sait, la Suisse, elle ne peut pas s'imposer aux grandes puissances. Non, la Suisse, elle n'aurait aucune chance contre les États-Unis dans une confrontation, et aussi contre d'autres forces. Il y a vraiment une guerre qui éclate. Mais après, il y a juste aussi ces petits pays qui doivent assurer militairement leur niche, leurs intérêts et leurs entreprises aussi ailleurs. Et sinon, tu vas juste te faire écraser si tu dis « Non, moi, je n'ai pas d'armée, je veux juste vous faire confiance que vous ne prenez pas mes profits ailleurs. » Et en fait, en militarisant, tu as comme une certaine marge de manœuvre. Ça veut dire que tu peux au moins montrer que tu pourrais faire quelque chose si quelqu'un d'autre t'attaque. Tu pourrais réagir à d'autres pays. Et c'est aussi d'une certaine manière montrer ta force, montrer par la force militaire ton importance économique sur le monde, montrer, regardez, nous sommes des players très très importants sur la scène mondiale, regardez notre jolie armée qui peut le prouver. Et dans ce sens, non, la Suisse, par exemple, elle n'a pas vraiment des zones d'influence de colonies
où elle doit comme aller le défendre. La Suisse, elle a un peu ses pieds un peu partout, elle a des commerces partout, des alliances avec tout le monde. Et c'est en fait plutôt pour la Suisse aussi la défense de son rôle en tant que bon office de médiateur, de diplomate, celui que tu peux appeler quand tu as un conflit avec la Russie. Et un exemple, par exemple, c'est le WEF, le World Economic Forum, qui a lieu chaque année en Suisse, à Davos, où il y a vraiment tous les capitalistes du monde et les dirigeants de pays qui débarquent à Davos dans les montagnes et qui chit-chatent et font leurs deals. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Mais en tout cas, endroit parfait pour la Suisse, parce qu'après, elle peut s'asseoir avec chaque dirigeant du monde, avec tous les capitalistes, et elle peut faire ces jolis deals avec tout le monde, parce que ça, c'est ce que les capitalistes suisses ils font. Et dans ce sens, le WEF, il a vraiment pris une importance pour la Suisse. L'État suisse a pas mal investi dans la possibilité d'organiser ça vraiment chaque année. Et là, tu as aussi besoin, par exemple, d'une armée pour assurer tels événements militairement. Sinon, il n'y a juste aucun capitaliste, aucun dirigeant du monde qui débarque. Et dans ce sens, oui, la Suisse, elle a comme besoin d'une armée, en tout cas aussi pour de telles choses. Et après, je pense, et ça c'est aussi un peu la question, est-ce que vraiment comme attaquer à l'intérieur ou la question de l'intérieur du pays c'est important? Et là, je dirais pour la Suisse, là on peut vraiment voir que si elle utilise l'armée, c'est en fait pour lutter à l'encontre de sa propre classe ouvrière. Je regarde un peu l'histoire. Et en fait, à chaque fois que l'armée a été utilisée, c'était contre des mouvements, contre des révoltes de la classe ouvrière. Il y a 1875, il y avait les travailleurs de Göschenen quand ils ont construit le tunnel du Gotthard qui ont fait grève. Et cette grève a été juste réprimée par l'armée, où il y avait plusieurs ouvrières qui ont été tuées. Après, plus tard, l'armée réprime la grève générale en 1918, où aussi tué des travailleurs pour l'étouffer. Et il y a l'exemple de Genève en 1932, où il y a je pense même des recrues, genre des très jeunes soldats qui ont tiré sur une manifestation antifasciste ici à Genève. Et c'est pour ça qu'il y a cette pierre devant l'université. Comme vous sortez, vous pouvez le regarder. Et du coup, c'est comme un peu les exemples très connus où l'armée suisse, quelle était la tâche d'elle? C'était d'aller réprimer la classe ouvrière en lutte. Et il y a comme aussi des exemples moins connus, mais juste pendant la Première Guerre mondiale, l'armée suisse elle a poursuivi des syndicalistes, des communistes et des socialistes et les a juste jetés aux prisons. Dans les années 90, il y avait ce scandale des fiches qui était juste la surveillance systématique des gens à la gauche, que je pense qu'ils font aussi aujourd'hui. Et après, il y a des exemples où il y a 10 ans, Bâle a été occupé pendant une semaine par genre 5000 soldats dans un exercice militaire pour comme s'entraîner à combattre l'ennemi à l'intérieur du pays. Et mon exemple préféré, c'était en 2020 où à Lausanne, l'armée a comme fait un exercice pour entraîner le scénario d'une manifestation pour le climat qui prennent de l'ampleur, où il y a après des batailles dans la rue. Et du coup, l'armée a dû comme s'entraîner à comment tu vas bien réprimer les manifestants. Et je pense que c'est comme des exemples qui montrent un peu pourquoi la Suisse a besoin d'une armée, pas pour réprimer sa classe ouvrière, pour assurer l'exploitation, pour assurer le système qui est en place. Et après, je pense qu'il faut quand même, avec les dépenses militaires en Suisse, mais aussi par exemple en Europe, un certain sens de proportion, dans le sens, c'est pas tant que ça une situation exceptionnelle aujourd'hui qu'il y a des dépenses militaires. En fait, si tu regardes dans l'histoire, la Suisse, elle a toujours eu des très grandes dépenses militaires. Il a vraiment mis beaucoup de beurre à l'armée. Mais on voit que ça c'est comme... ça a pris beaucoup de l'ampleur maintenant, non? Et c'est la même chose pour l'Europe. Et ça a une raison spécifique qui est la fin d'une situation très exceptionnelle où tu avais juste, particulièrement depuis les années 90, les États-Unis qui assuraient militairement la sécurité en Europe et avec ça aussi en Suisse, parce que la Suisse est au milieu de l'Europe, où il avait vraiment
les États-Unis, je pense, ils ont encore maintenant, ou ils avaient pendant cette période, 80 000 soldats stationnés partout en Europe, où tu peux juste être sûr, et si quelqu'un veut quelque chose de nous, on a les soldats américains qui vont nous protéger. Et le truc, c'est que eux, ils se cassent, eux, ils partent. Et l'Europe est un peu nue. Genre, l'Europe n'a juste pas une armée, ou elle a une propre armée, mais elle est assez nulle. Genre, il y a des rapports du militaire britannique, genre un ancien officier qui dit, genre, quand Starmer il veut envoyer des soldats en Ukraine, il dit, mais genre, frère, si tu envoies des soldats en Ukraine, premièrement, nous, on n'a plus de soldats en Grande-Bretagne, et aussi, ils ne savent pas comment lutter. Genre, ça, c'est un peu l'état de l'armée européenne. Et du coup, maintenant, avec comme la protection des États-Unis qui se retire, l'Europe, elle doit compenser ça, non? Mais au même moment, on voit aussi les difficultés qui viennent avec ça, non? Où, justement, pas non plus perdre un sens de proportion, ça veut dire ils font beaucoup de dépenses militaires, mais c'est vraiment pas suffisant, et c'est pas tant que ça. Et il y a aussi beaucoup de promesses et beaucoup d'hystérie autour de cette question. Ça veut dire, je sais pas, tout le monde annonce des grands chiffres, tout ça, et après, si tu regardes vraiment ce qu'ils vont faire avec ça, c'est juste pas méga clair. Il n'y a pas des vrais... Ouais, pas encore des vraies choses. Et j'ai l'impression qu'ils attendent un peu. Ils ne veulent pas vraiment croire que les États-Unis vont se casser. Au même moment, ils doivent un peu militariser, mais en tout cas, ils doivent investir quelque part pour assurer leur place sur la scène mondiale, même si de facto l'Europe, c'est un peu une fourmi. Ils jouent plus vraiment un rôle important sur la scène mondiale. Et je pense justement la même chose pour la Suisse, où la Suisse, elle pouvait vraiment profiter de cette période des États-Unis, chefs de partout. Les impérialistes suisses pouvaient juste prendre les miettes laissées par les autres puissances impérialistes. Et ils sont vraiment, ça s'est vraiment traduit aussi dans l'armée, où il y avait pendant cette période, particulièrement après les années 90, il y avait une réforme de l'armée qui a juste supprimé la défense nationale du programme pratique de l'armée. Genre, ça veut dire que ça, c'est plus... Oui. Ça veut dire que ça, c'est plus important. Ils se sont orientés vers les attaques terroristes, les problèmes à l'intérieur du pays et les catastrophes naturelles. Et du coup, ils ont vraiment réduit massivement l'armée parce qu'ils se sont dit, très bien, les États-Unis, ils gèrent pour nous la sécurité par la coopération. Ça, c'était un peu le slogan de cette période. Et je pense que ça montre la naïveté ou l'empirisme de la classe dominante en Suisse, parce qu'elle se dit, hey, on peut juste avoir des bonnes relations commerciales avec les autres puissances impérialistes, et comme ça, on n'a pas besoin d'une armée. Et ça, on voit actuellement que ça change. On entre dans un monde de conflits, de concurrence et des créations des blocs. Et on voit juste... typiquement pour la Suisse, qu'il y a juste la pression qui est mise sur la Suisse. Je regardais un documentaire du RTS sur le réarmement en Suisse, qui est assez marrant aussi, parce que tu vois comment l'armée suisse est vraiment dans un état de merde. Mais où ils font un interview avec le ministre de Défense de l'Allemagne, et lui, il dit, mais vous voyez, la Suisse, c'est juste le pays le plus riche, et eux, ils profitent de notre défense. Maintenant, c'est aussi à eux de militariser. Genre, eux, ils peuvent juste plus profiter de nous, non? Et ça, cette pression, elle est entre autres la raison pourquoi la Suisse, elle doit faire quelque chose, elle doit comme jouer avec. Oui. Mais je dois arrêter. Comment arrêter? Oui. Peut-être arrêter parce qu'on peut un peu observer partout, et aussi en Suisse, c'est un peu pas une hypocrisie, une hystérie, non? Genre un peu, la Russie va attaquer, il faut de la sécurité, il faut défendre notre pays, etc. Et je pense Charles, il a bien montré que c'est quoi cette sécurité dont il parle, parce que c'est attaquer les conditions des travailleurs. Pourquoi? Pour leur profit, pour maintenir leur place sur la scène mondiale. Et genre, je parlais avec plein de profs aujourd'hui à cette manif qui ont fait grève, et ils disent, hey, ça va juste plus, on n'en peut plus. Si ça continue comme ça, on ne peut plus enseigner. Ces enfants, ils deviennent fous. Genre, c'est juste plus possible. Et dans ce sens, je pense, les profs, d'un côté, ils montrent ce qui va venir dans le futur, mais aussi un peu cette hystérie de la classe dominante, de la bourgeoisie suisse qui perd sa place au niveau mondial,
qu'ils soient hystériques, non? Qu'ils paniquent parce que leur système est en crise. Eux, ils perdent leur place, mais ça, c'est vraiment pas notre problème. Et du coup, notre mot d'ordre, non, c'est vraiment, nous, on ne paye pas leur crise. Ça, c'est pas notre problème. Livres et pas de bombes. Ça, c'est la réponse que El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será